Il était une fois. Vous avez remarqué comment dès qu'on dit « il était une fois », on s'attend à ce qu'on nous raconte une histoire et ça nous rappelle peut-être des souvenirs quand on était enfant, puis qu'un parent ou un grand-parent nous lisait les contes de Grimm ou je ne sais quelle histoire, si vous avez eu la chance d'avoir ça. Il était une fois, pourquoi il était une fois? Parce que, j'ai envie de vous dire, il était une fois une espèce, des êtres, qui avaient pour particularité de vivre dans une histoire, dans des histoires. C'est effectivement une des grandes particularités et des choses qui, moi, me fascinent chez l'être humain, c'est que nous sommes des individus, nous sommes des êtres qui vivons dans des histoires. Alors on croit qu'on vit dans la réalité, dans le monde comme ça matériel, on croit qu'il y a un monde objectif là, qui est là, et qu'on vit dans ce monde-là, alors qu'en réalité, comme de nombreux auteurs essayent de nous le faire comprendre, ressentir et vivre depuis très très longtemps, nous vivons dans des histoires. Peut-être que l'un des premiers qui en a parlé, en tout cas c'est la lecture que je fais sa fameuse allégorie de la caverne, c'est Platon. Vous savez, dans cette allégorie de la caverne, Platon disait imaginez des gens qui sont à l'intérieur d'une caverne, qui sont enchaînés le dos à l'entrée de la caverne, donc le dos à la lumière, et qui n'ont de perception de la réalité que les ombres qui se projettent sur le fond de la paroi de la grotte à mesure que défilent des personnages, des animaux et différentes choses. Si Platon vivait parmi nous aujourd'hui, il aurait fait ce qu'a fait Miguel Ruiz dans le 5e accord Toltec, par exemple. Il aurait fait une comparaison avec le cinéma en disant les gens vivent toute leur vie dans un cinéma, assis dans leur fauteuil, et ils prennent ce qui se projette sur l'écran, les histoires qui se projettent sur l'écran pour la réalité. Donc Platon a été un des premiers à parler de ça, mais depuis de nombreux auteurs, en utilisant des images différentes, nous efforcent de nous faire prendre conscience que nous vivons dans des histoires. Alors parmi ceux que vous connaissez probablement, je pense par exemple à Byron Katie, qui est intervenu dans ce sommet de la conscience il y a déjà quelques années, qui a même écrit un livre qui s'appelle « Qui seriez-vous sans votre histoire ?» et dont le processus, le travail, the work en anglais, consiste à nous aider à démonter justement des croyances, des suppositions qu'on a, qui sont finalement autant d'histoires qu'on se raconte, qui ne sont pas vraies, mais qui le deviennent à partir du moment où on y croit. Bien sûr, je pourrais vous citer Miguel Ruiz, puisque lorsque Miguel Ruiz nous parle du rêve, lorsqu'il dit que le cerveau rêve 24 heures sur 24, ça surprend, hein, parce que nous on se dit, ben non, il y a le moment où je dors, puis il y a le moment où je suis éveillé. Et un Miguel Ruiz nous dit le cerveau rêve 24 heures sur 24, simplement dans la journée, il y a la réalité matérielle physique qui fait que le rêve est plus structuré parce que la réalité nous donne ce cadre-là. La nuit, à partir du moment où on n'a plus ce cadre, les rêves sont complètement incongrus, bizarroïdes, passent du coq à l'âne, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que chez nous, ici en France, le docteur Olivier Chambon, psychiatre, qui est un ami, dit la même chose que ce que dit Miguel Ruiz, mais dans le langage de la psychiatrie. Il dit « notre cerveau hallucine 24 heures sur 24 ». C'est-à-dire que, en fait, ce que ces auteurs essayent de nous faire comprendre, c'est que on passe notre temps à nous raconter des histoires. On passe notre temps, à partir de ce que la réalité nous donne comme événement, comme situation, à construire des histoires. Et le problème vient à partir du moment où on confond ces histoires qu'on se raconte avec la réalité, le moment où on les croit vraies. Alors pour vous donner une image que j'aime bien, une histoire c'est un peu comme une maison, c'est un peu comme une construction. Pour faire une construction, vous avez besoin de 3 choses, vous avez besoin de briques, vous avez besoin de ciment et vous avez besoin d'un plan. Voilà. Eh bien, les briques, c'est ce que nous offre la réalité. C'est-à-dire que de temps en temps, la réalité nous balance des pierres, des briques dans notre jardin. Des événements, des choses nous arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces pierres? Quelle construction on va faire? Avec les mêmes pierres, on peut construire un palais, on peut construire un petit pavillon de campagne, ou on peut construire un donjon ou une prison. Donc il y a un plan à dessiner de ce qu'on va faire avec ces pierres. Et puis ensuite, il y a le ciment qui va permettre à ces pierres de tenir ensemble. Alors il y a des ciments très durs, très rigides, et puis il y a des ciments plus souples. Eh bien, symboliquement parlant, le plan, c'est le sens que nous donnons à notre histoire, c'est la partie mentale. Et puis le ciment, la colle qui fait tenir ensemble les pierres, les événements de notre vie, ben c'est le cœur, c'est l'émotion, c'est les sentiments. Autrement dit, dans nos histoires,
ce que fournit la réalité, c'est juste les pierres. C'est nous qui fournissons le ciment, c'est nous qui fournissons le plan. Et la clé, finalement, c'est de se dire, est-ce que c'est moi qui suis maître de mes histoires? Est-ce que c'est moi qui les crée, qui les choisis en conscience? Ou finalement, je suis victime de mes histoires, je les subis, je ne me rends même pas compte que c'est moi qui les ai en partie créées, et je crois à des tas d'histoires qui me rendent malade. Alors dans les histoires, on peut tout de suite en faire une grande distinction entre des histoires individuelles et des histoires collectives. Notre histoire individuelle, c'est la biographie qu'on s'est faite chacun. Alors bien sûr, en général, c'est nos parents qui en ont écrit les premiers chapitres. Du genre, tu es né 2 jours avant la date prévue, ou 3 jours après, ou ton accouchement a été déclenché. Ça peut être, tu es venu comme une lettre à la poste, l'accouchement s'est passé très vite, ou alors ça a été des heures de souffrance, etc. Et puis on va nous raconter nos premiers pas, et quand on a parlé, etc. Puis petit à petit, c'est nous qui allons reprendre cette histoire, et c'est nous qui allons l'écrire, et chaque jour, on y rajoute de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures plus ou moins importantes. Donc ça, il y a une histoire personnelle, et qu'on remanie sans cesse. Par exemple, vous avez remarqué, demain vous tombez amoureux ou amoureuse, et tout d'un coup vous allez réécrire toute votre histoire. Tout nous a conduit à nous rencontrer. Voilà. Vous allez, tout d'un coup, chaque événement de votre vie était là pour que vous tombiez enfin sur l'être aimé, et à la lumière de cette rencontre et de cet amour, vous allez réécrire absolument toute votre histoire. Il y a d'autres moments aussi où on réécrit nos histoires, c'est par exemple au moment d'un divorce, au moment d'un drame, et alors là, sous le coup d'une émotion plutôt noire, qu'est-ce qu'on va dire? Oh là là, j'ai jamais eu de chance dans la vie, de toute façon, chaque fois que je tombe sur quelqu'un, c'est pas la bonne personne, et puis il m'arrive que des ennuis, etc. Donc on a une certaine capacité à réécrire nos histoires, mais il est rare qu'on l'utilise vraiment consciemment. La plupart du temps, la façon dont notre cœur et notre tête tissent ensemble nos histoires à partir des pierres que nous offre la réalité, se fait à notre insu, se fait de façon inconsciente. On y reviendra tout à l'heure. Mais en dehors des histoires individuelles qu'on se raconte, puis qu'est-ce qu'on fait quand on se voit, on arrive au bureau, on se raconte les dernières histoires, les derniers événements. En famille, on se partage ce qui s'est passé les derniers jours. On est tout le temps en train de raconter des histoires. L'être humain est un créateur d'histoires. À la télévision, on regarde les nouvelles, c'est des histoires sur ce qui se passe dans la planète. On lit les journaux, c'est des histoires. On regarde des films, des documentaires, on lit des livres. On est vraiment immergé dans un monde d'histoires. Et à côté de ces histoires donc, personnelles, je disais, il y a des histoires collectives. Et c'est ça qui va nous intéresser spécifiquement aujourd'hui dans cette intervention. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous a raconté des histoires. Il y a des histoires scientifiques, on appelle ça des théories. Il y a l'histoire historique, les cours d'histoire sur le pays où nous vivons. Et déjà, rien que ça, petite parenthèse, si vous avez voyagé à l'étranger, si vous avez vécu plusieurs années dans un autre pays, vous vous serez rendu compte que l'histoire qu'on se raconte en France ou en Suisse ou en Belgique, elle n'est pas la même que celle qu'on raconte en Russie, aux États-Unis ou en Chine. Ouvrez un livre d'histoire, par exemple, sur un livre d'histoire russe, et lisez le chapitre sur Napoléon. Et vous vous rendrez compte que ce personnage est décrit de façon très, très différente dans les livres d'histoire russes de la manière dont il est en France. Et ce qui fait qu'on se rend compte que même l'histoire est littéralement une histoire, est une façon de raconter les événements d'un pays. En général, on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Elle est toujours écrite de manière à nous mettre sous notre jour le plus favorable. Et puis, si vous êtes né dans une certaine religion, bien, vous avez aussi été abreuvé d'histoire de cette religion. Par exemple, moi, je suis né dans la religion catholique. Bien, j'ai été abreuvé pendant pratiquement 16 ans de toutes les histoires de l'Ancien, du Nouveau Testament, etc. Et ces grandes histoires, que ce soit des théories scientifiques, que ce soit des histoires religieuses, que ce soit des mythes, on ne se rend pas compte à quel point elles façonnent le regard que nous portons sur le monde. Elles le façonnent très en profondeur. Je vous donne un exemple. La plupart d'entre nous, on a appris les théories de l'évolution, Darwin, la survie du plus fort. Et on en est venu, la plupart d'entre nous, à cultiver une vision de la nature où c'est le plus fort qui gagne. Voilà. Et pas plus tard que la semaine dernière, je regardais un magnifique documentaire à la télévision, France 1, France 2, je ne sais plus,
qui s'appelle Le plus beau pays du monde. Franchement, c'est le genre de choses qu'il faudrait passer au moins une fois par semaine ou par mois dans les écoles aux enfants. Et qu'est-ce qu'on découvre dans ce documentaire extraordinaire? C'est qu'en réalité, il y a une coopération, une interdépendance, un fonctionnement ensemble des espèces, mais absolument insoupçonné. Donc la loi du plus fort, c'est un tout petit aspect de ce qui se passe dans la nature. Il y a une interdépendance, il y a une coopération, il y a une collaboration des espèces entre elles qui va tellement plus loin que tout ce qu'on s'est imaginé. Alors rendez-vous compte, si d'un côté je crois que la vie, c'est il faut être le plus fort, il faut se battre, il faut faire mieux que les autres, ou si les histoires qu'on m'a racontées et qui se basent sur ce qui se passe dans la nature et dans le monde me parlent de collaboration, me parlent de coopération, me parlent d'interdépendance, le regard que je vais porter sur moi, sur les autres, sur la vie, va être considérablement différent. Donc en réalité, on peut s'imaginer chacun d'entre nous comme les poupées russes. Voilà. On est fait d'histoires dans des histoires, dans des histoires, des petites histoires, dans des moyennes histoires, dans des grandes histoires, dans des très grandes histoires. Et de deux choses l'une, soit à un moment on a conscientisé ces histoires, soit à un moment on les a choisies, à un moment on est d'accord avec ce qu'elles nous racontent, soit eh bien, on les subit, on est né dans tel pays, dans telle religion, dans telle chose, on est impacté par ces histoires et on ne se pose pas la question de savoir si elles sont vraies ou si elles ne sont pas vraies, si elles nous font du bien ou si elles ne nous font pas du bien, si elles sont toxiques ou si elles sont saines. Parce que, et ça c'est un autre aspect intéressant de la thématique des histoires, c'est que les histoires déterminent énormément comment je vis. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je suis épanoui? Ou est-ce que je suis triste, je suis malheureux, je râle, je ne vais pas bien, voire je suis carrément complètement malade. Dans les auteurs passionnants qui ont écrit sur les histoires, il y en a un qui est le docteur Lewis Mail Madrona, dont j'ai eu la joie de traduire plusieurs livres parus aux éditions Très Daniel, notamment un que j'aime énormément et que je vous recommande, qui s'appelle « Ces histoires qui guérissent ». Cet homme-là, il commence par écouter, il est psychiatre, il commence par écouter les récits des gens qui viennent le voir et qui sont des récits, des histoires dramatiques. C'est des gens qui souffrent de schizophrénie, qui souffrent de boulimie, qui souffrent de problèmes de santé extrêmement graves, anorexie, lupus érythémateux, etc. En général, quand ils finissent par arriver dans son cabinet, dans le Maine, c'est qu'ils ont tout essayé avant et sans succès. Or, comme lui est à moitié amérindien du côté de son père, là où en fac de médecine on lui a appris qu'on est fait d'atomes, de cellules, de molécules, eh bien chez tous les guérisseurs amérindiens auprès desquels il s'est aussi formé, on lui a tout de suite expliqué on est fait d'histoire. Donc Lewis il commence par écouter l'histoire de son patient. Et en général c'est une histoire dramatique, et c'est une histoire qui mène à la maladie, qui mène à la tristesse, qui mène à la dépression, etc. Et dans un deuxième temps, parmi les centaines d'histoires qu'il connaît, y compris des légendes amérindiennes, voire pourquoi pas un bon roman, un bon scénario de film, il va en choisir une qui a pour particularité d'avoir les mêmes événements fondamentaux qu'a vécu son patient, mais qui sont tissés autrement. Il y a les mêmes briques, si vous voulez, les mêmes pierres, il n'y a pas le même ciment, et il n'y a surtout pas le même plan. Et ensuite, il va raconter cette histoire à son patient, en lui disant, ben, comme vous, cet enfant-là, il a été abandonné par ses parents à l'âge de 2 ans. Et puis comme vous, il a été recueilli par un oncle et une tante, mais la tante, elle était méchante, elle le maltraitait. Et puis comme vous, ceci, comme vous, cela. Et il tisse les deux histoires toujours en rapport l'une avec l'autre. Et plus ça va, plus les histoires divergent. Parce que l'histoire de son patient est une histoire triste, dramatique, tragique, mais celle qu'il raconte, c'est celle d'un héros, d'une héroïne qui a fini par trouver le feu, qui a fini par sauver son village, sa famille, etc. Eh bien, rien qu'en tissant autrement les événements de la vie, rien qu'en racontant une autre histoire à ses patients, il les guérit. C'est-à-dire, il guérit littéralement les gens depuis plus de 20 ans en leur racontant une autre histoire que celle qui se raconte. Donc, ce travail sur les histoires est quelque chose d'absolument fascinant. Dans les auteurs récents, je vous citais Byron Katie, je vous citais Miguel Ruiz, je vous cite Luis Mail Madrona, mais même Krishnamurti quand il disait « se libérer du connu ». C'est sortir des histoires toutes figées qu'on se raconte pour revenir dans le réel qui est vivant,
qui est changeante, qui est toujours en mouvement. Donc on a de multiples auteurs, de multiples entrées qui essayent de nous faire prendre conscience que nous racontons des histoires sans cesse et de nous donner les clés pour devenir à un moment maître de nos histoires. Plus victime, mais littéralement maître de nos histoires. Alors, ce dont j'avais envie de vous parler avant tout par rapport à cette thématique des histoires aujourd'hui, c'est du fait que derrière toutes les histoires individuelles ou culturelles ou nationales que nous nous racontons, eh bien, il y a une grande histoire, une méta-histoire qui est là depuis des siècles, peut-être depuis des millénaires, et qui sous-tend finalement tout ce que nous nous racontons, la façon dont nous construisons nos histoires individuelles, la façon dont chaque pays construit ses histoires culturelles ou nationales. J'avais eu une intuition de ça il y a 21 ans, presque 22 ans de cela. Et j'avais écrit un texte qui parlait de cela. Et il se trouve que cette année-ci, 20 ans plus tard, je tombe sur un livre magnifique d'un dénommé Charles Eisenstein. Ce livre s'appelle en anglais The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible. C'est long comme titre. En français, ça veut dire « Ce monde plus beau que notre cœur sait possible ». Et tout d'un coup, dans ce livre, je retrouve la même intuition de cette histoire première dont nous sommes complètement pétris, qui est comme l'eau dans laquelle nagent les poissons dans l'océan et qui finissent par ne plus voir. Et ce qu'il y a de magnifique dans la façon de faire d'Eisenstein, c'est qu'il a réussi à donner forme à cette nouvelle histoire, à ce nouveau grand mythe qui essaye progressivement de s'imposer aujourd'hui. Ça fait 20 ou 30 ans qu'on sent qu'il est en train d'essayer d'émerger une nouvelle histoire, une nouvelle façon de comprendre les relations humaines, une nouvelle façon de comprendre notre rapport à la nature, à la maladie, une histoire qui touche aussi l'économie, le politique, l'éducation, etc. Et on en trouve des bribes par-ci, par-là, des auteurs en ont esquissé des fragments plus ou moins importants. C'est souvent comme ça quand il y a une idée qui est dans l'air, il y a plusieurs personnes qui en captent des bouts, puis à un moment, tout d'un coup, il y a une forme comme ça plus aboutie qui en sort. Et donc ce livre de Charles Eisenstein va sortir en français fin août 2020, si tout va bien. Et ce qu'il nous raconte, c'est qu'en fait, nous vivons depuis plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années dans ce que lui appelle l'histoire de la séparation. L'histoire de la séparation, c'est une histoire qui est dans la dualité, qui est dans le conflit. C'est une histoire qui est pétrie de ce qu'il appelle la pensée guerrière. On ne se rend pas compte tellement c'est courant comment finalement notre mode de pensée prédominant est un mode conflictuel, est un mode dualiste. Voilà. Alors non seulement ça vaut pour les rapports humains, ou que ce soit dans l'économie ou dans les relations entre personnes, il y a quand même beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de luttes. Faire sa part, c'est toujours pratiquement au détriment de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que cette pensée guerrière, elle contamine absolument tous les secteurs de la société. Prenez la médecine. Dans la médecine, la pensée guerrière, c'est que le corps est attaqué par des virus, par des microbes, et il faut les combattre avec un arsenal médical, avec toutes sortes de moyens pour lutter contre la maladie. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que cette habitude qu'on a pris de lutter contre, à grand renfort d'arsenal, ne fait que créer des microbes de plus en plus résistants, des virus de plus en plus catastrophiques, et qu'on parle aujourd'hui du moment où tous nos antibiotiques ne marcheront plus du tout. Voilà. Si on prend l'agriculture, c'est la même philosophie guerrière qui est à l'œuvre. Il faut se battre contre les mauvaises herbes, se battre contre ceci. On est de nouveau dans une lutte contre la nature, et finalement arriver à produire ce qu'on veut, c'est être plus fort, c'est combattre finalement tout ce qui dans la nature s'oppose à nos plans. Dans l'économie, c'est tellement évident qu'on ne va même pas s'y attarder. Il s'agit de conquérir des parts de marché, il s'agit de battre ses adversaires. Il y a un langage terriblement guerrier là-dedans. La politique aussi.
Mais ce qui est assez sidérant, et c'est peut-être la plus grosse claque que j'ai prise en lisant ce livre, parce que c'est un point qui m'avait échappé, c'est que même notre spiritualité est contaminée dans son ensemble, à quelques très rares exceptions près, par cette vision conflictuelle, dualiste et guerrière. Cette fois, il s'agit de se battre contre son ego, il s'agit de dominer ses défauts et ses faiblesses, il s'agit d'acquérir une discipline, une maîtrise de soi. Autrement dit, un grand nombre des personnes qui suivent un cheminement spirituel ont entamé une sorte de guerre intérieure. Voilà. On ne s'aime pas, on se reproche ses défauts, on bagarre, on lutte, on fait des régimes, on s'impose des disciplines, et on est dans un combat qui peut-être est finalement perdu d'avance, parce que dès qu'on est dans la dualité, finalement il ne peut pas sortir de vainqueur réel sans qu'on soit en même temps le grand perdant. Donc je trouve ça fascinant. Moi j'en avais parlé il y a 20 ans sous une forme un peu différente, c'est mon côté mystique, hein. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est de me rendre compte que l'histoire de la chute, qui est au cœur de la tradition judéo-chrétienne, elle peut être lue comme l'éveil des facultés intellectuelles. C'est-à-dire au moment où Adam et Ève croquent la pomme, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que leurs yeux s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient nus. L'ouverture des yeux, la prise de conscience correspond à l'éveil de l'intellect. Et à partir du moment où j'éveille mes facultés intellectuelles, l'intellect a la capacité de séparer, de diviser les choses. Je suis capable d'analyser, c'est ça qu'on fait avec l'intellect. Et ce qui est fascinant quand on lit ce récit comme ça, c'est qu'on se rend compte qu'à la seconde où ils éveillent ces facultés-là, eh bien, ce monde d'unité, qui était l'unité de l'arbre de vie, cède la place à un monde de dualité, qui est la dualité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, il va y avoir une multitude de divisions et de séparations qui vont s'opérer. Séparation avec soi-même, tout d'un coup Adam et Ève voient qu'ils sont nus. Séparation entre eux deux, puisque lorsque le bon Dieu vient les accuser, chacun renvoie la faute sur l'autre. Séparation avec les animaux, c'est pas moi, c'est le serpent. Il y a une séparation à tous les niveaux qui se termine par la séparation complète, c'est-à-dire la séparation avec le plan divin, hop, balayé du jardin d'Éden, et puis balancé dans ce monde-ci. Donc ce récit de la chute, moi je le lis comme le récit de ce qui se passe quand tout d'un coup les facultés intellectuelles se sont éveillées à un moment dans l'histoire de l'humanité, et on est dans cette immense aventure qui nous a fait explorer la séparation et la division dans tous les registres et dans tous les plans. Et puis on vit une époque intéressante où tout d'un coup un nouveau récit est en train d'émerger, où tout d'un coup plusieurs auteurs, dans la lignée, on pourrait dire, de l'Advaita, qui est cette spiritualité indienne justement unitaire, mais qui n'est pas forcément accessible à tout le monde dans la manière dont elle est formulée, aujourd'hui émerge un discours qu'Eisenstein appelle le discours de l'inter-être. C'est-à-dire, il s'inspire pour ça notamment des travaux et des écrits de Thich Nhat Hanh, mais d'autres ont parlé de ça. Et puis aujourd'hui, même la science vient en renfort de ça, c'est de dire, au fond, la croyance que nous avons d'être tous séparés, d'être tous isolés, d'être tous distincts les uns des autres. Et comme je suis distinct des autres, eh bien, mon bonheur risque de se faire au détriment des autres. C'est chacun contre tous, etc. Émerge de plus en plus, par opposition à cela, une vision de dire, mais en fait, on est complètement interdépendants les uns des autres, on est complètement liés les uns aux autres, dans des proportions qu'on ne soupçonne même pas. Et l'émergence de cette nouvelle histoire va complètement changer le rapport que nous avons au corps, le rapport que nous avons aux autres, en famille, en entreprise, sur la planète, le rapport que nous avons à l'environnement, etc. Et j'avais envie, je crois que j'ai ça tout près ici, j'avais envie de vous lire un petit extrait de la façon dont Eisenstein résume cette nouvelle grande histoire qui cherche à émerger et qui, si elle émerge, va modifier la médecine, va modifier la politique, va modifier l'économie, etc. Parce que, comme les 7 têtes de l'hydre de Lerne, si on en coupait une, elle repoussait aussitôt, il fallait les couper les 7 pour qu'on puisse tuer le monstre. Aujourd'hui, nos tentatives de changer l'éducation, de changer la médecine, de changer ceci ou cela, se heurtent au fait que ces 7 têtes, ces 7
branches de la société sont reliées à un tronc commun, et ce tronc commun, c'est une même histoire. Tant qu'on sera dans une histoire guerrière, de conflit, on reproduira les mêmes choses. Il faut changer le récit derrière, comme de nombreux auteurs aujourd'hui l'appellent de leur vœu, encore récemment Cyril Dion. Il faut changer d'histoire pour que tout ce qui découle de ces histoires soit transformé. Alors, l'histoire de l'inter-être ou l'histoire de la réunion, on pourrait l'appeler aussi, voilà quelques points qui la caractérisent. Mon être participe de votre être et de tous les êtres. Ça va au-delà de l'interdépendance. Notre existence même est relationnelle. Petit clin d'œil à Runa Lipschitz qui parle de développement relationnel. Après le développement personnel, on est en plein dedans. Donc, ce que nous faisons à autrui, nous le faisons à nous-mêmes. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. On est tellement liés, on est tellement un que ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. Ça, c'est magnifique. Chacun de nous a un don unique et nécessaire à offrir au monde. Combien de fois on vous a dit ça à l'école ? Probablement jamais. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais entendu et je ne pense pas qu'aucun de mes 3 enfants non plus. Chacun de nous a un don unique et nécessaire à offrir au monde. Le but de la vie est d'exprimer nos dons. Chaque acte est significatif et a un effet sur le cosmos. Ça, c'est génial. Chaque acte est significatif et a un effet sur le cosmos. Des fois, on se dit je vis dans un coin paumé de la Creuse ou du Larzac ou je ne sais pas où. Ce que je fais chez moi, ça ne touche pas de monde. Il faut que j'ai une chaîne YouTube, il faut que j'ai des millions de followers, il faut que j'écrive. Sinon, ce que je fais n'impacte pas le monde. En réalité, aujourd'hui, que ce soit à travers les chants morphiques de Rupert Sheldrake, que ce soit à travers la vieille notion spirituelle d'égrégore, à travers plein d'autres choses, on est en train de se rendre compte que tout ce que nous faisons individuellement, même tout seul, dans notre coin, a un impact sur le collectif. Donc il n'y a rien qui est inutile. Chaque acte est significatif et il a un effet sur le cosmos. Donc chaque personne qui médite dans son coin, chaque personne qui prend soin d'une personne âgée ou qui fait quelque chose qui a du sens et qui est porteur de valeur, vient amplifier tout ce qui se fait sur ce même registre dans le monde-là. Nous sommes fondamentalement inséparables les uns des autres. Inséparables de tous les êtres et de l'univers. Vous imaginez la différence entre ça et l'individualisme forcené dans lequel nous avons été élevés et qui part d'une méprise. C'est qu'effectivement, on a tous un corps unique, séparé, voilà. Mais dès qu'on passe du physique au cœur et du cœur au mental et du mental au spirituel, eh bien, on se rend compte qu'on est de plus en plus connectés les uns avec les autres, que les mêmes idées sont captées au même moment, que les émotions des uns sont ressenties par les émotions des autres. Donc l'individualisme est qu'une vision très limitée de la dimension matérielle de l'existence, mais en réalité, dans le fond, nous sommes inséparables les uns des autres. Chaque personne que nous rencontrons et chaque expérience que nous faisons reflète quelque chose en nous. Ça, c'est aussi intéressant. Moi, j'ai écrit mon premier livre il y a plus de 30 ans sur les rêves, et je me souviens, j'y disais déjà à l'époque, c'est bien d'interpréter ses rêves, c'est super intéressant, mais si on interprétait aussi notre vie quotidienne, ce qui se passe, qu'est-ce que ma vie me dit de moi? Qu'est-ce que les êtres que je croise et que je rencontre, ceux qui rentrent de ma vie, ceux qui en sortent, les événements qui surviennent, qu'est-ce que ça me dit sur moi, dans la mesure où je suis toujours en interaction avec le monde et que les histoires que je me raconte influencent sur les relations que je développe, il y a quelque chose qui est dans une relation finalement continue. Notre humanité est censée rejoindre pleinement toute la vie sur Terre en offrant nos dons proprement humains au bien-être et au développement de l'ensemble. Ça aussi, c'est magnifique. Notre humanité est censée rejoindre pleinement la vie sur Terre. Pour l'instant, on reconnaîtra que ce n'est pas tellement le cas. On vit dans une bulle, on vit un petit peu. L'image que j'ai souvent, c'est celle du cocon. Voilà, du cocon dans lequel la chenille s'est enfermée pour devenir ensuite papillon. C'est une image qui a été beaucoup utilisée. On parle souvent de la façon dont la chenille se transforme en papillon. Mais quand on en parle, on oublie toujours d'indiquer ce qui se passe à l'intérieur du cocon.
Parce qu'une fois que le cocon est terminé, eh bien, la brave chenille, elle se met à décomposer. Voilà, elle part en morceaux. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu de papillon de sa vie aurait l'impression que cette bestiole, la chenille, vient de créer son propre sarcophage, son cercueil, et qu'elle commence à décomposer dedans. Donc à un moment, il n'y a plus que de la bouillie de chenille dedans. Et il faut des cellules très particulières qu'on appelle des cellules imaginales pour reconstruire à partir de cette bouillie de chenille un nouvel être. Eh bien, je trouve que c'est une image qui est forte à avoir aujourd'hui parce que on nous parle beaucoup d'effondrement, de collapsologie. On nous annonce les pires catastrophes à venir parce qu'effectivement, quand on regarde l'état de la planète, on voit cette bouillie d'humanité, on voit cette façon dont on s'est enfermé dans notre bulle, coupé de l'environnement, coupé de la nature, coupé du ciel. On voit cette décomposition à l'œuvre. Mais peut-être que ceux qu'on appelle les créatifs culturels, hein, un terme qui a été forgé il y a une vingtaine d'années, peut-être que les créatifs culturels, tous ceux qui sont à l'œuvre pour favoriser l'émergence d'un nouveau paradigme dans l'éducation, dans la médecine, dans l'agriculture, dans l'écologie, peut-être que ce sont les cellules imaginales de l'humanité et qu'ici et là, on va voir petit à petit cette bouillie commencer à s'agglomérer d'une nouvelle façon, un nouvel être, une nouvelle humanité émerger, de nouveaux liens se tisser jusqu'à créer quelque chose, une société complètement différente. Donc quand Eisenstein dit ici notre humanité est censée rejoindre pleinement toute la vie sur Terre, c'est ça, c'est à un moment il va falloir sortir de ce cocon humain, à un moment on va avoir la possibilité de recréer de nouveaux liens, non seulement entre nous, l'humanité, mais avec la nature, avec le cosmos et avec tout ça. Et dernier point, il dit ce but, cette conscience et cette intelligence sont des propriétés innées de la matière et de l'univers. Ça aussi, on a tendance à nous présenter la matière comme étant quelque chose d'inerte, sans vie, sans conscience, sans rien. Et lui nous dit ce but, cette conscience et cette intelligence sont des propriétés innées de la matière et de l'univers. Je vous lis juste encore un paragraphe parce qu'il fait un petit commentaire derrière de cette nouvelle histoire que je trouve intéressant. Il dit « Le principe fondamental de cette nouvelle histoire est que nous sommes inséparables de l'univers et que notre être participe à l'être de chacun. » Alors il pose une jolie question. Pourquoi est-ce que je devrais croire ça? Commençons par l'évidence. C'est quelque chose que chacun peut ressentir. Pourquoi ça fait mal quand on entend une autre personne qui se fait mal, il s'est tapé avec un marteau sur le doigt? Pourquoi quand on lit la mort des récifs coralliens et qu'on voit leur squelette blanchi à la télévision, on a l'impression d'avoir soi-même subi un coup dur? C'est parce que ça nous arrive littéralement à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre être étendu, qui n'est pas juste le petit bonhomme ou la petite bonne femme qu'on est là. Pourquoi désirons-nous si fortement servir le bien de tous? Il y a une aspiration en nous à servir, il y a une aspiration en nous à être utile, à participer à l'avènement de ce monde plus beau dont il nous parle dans ce livre. Pourquoi, lorsqu'on obtient un maximum de sécurité et de confort, finalement, on reste profondément insatisfait? Notre volonté d'aider et de servir ne découle pas d'un calcul rationnel selon lequel cette injustice ou cette catastrophe écologique menacerait un jour ou l'autre notre bien-être personnel. Cette douleur, elle est beaucoup plus viscérale que ça, elle nous prend aux tripes. Ça fait mal, ce qui arrive dans le monde, parce que ça nous arrive littéralement. Alors cette histoire que lui nous décrit en ces termes-là, et qu'il illustre de façon beaucoup plus détaillée, mon côté mystique, moi j'avais parlé à l'époque d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire que ce qui me frappait, c'était de dire, en fait, on vit dans un monde où tout est en dualité et en conflit et en séparation. Les pensées contre les sentiments. Je pense que je devrais arrêter de fumer, mais j'ai envie de fumer, donc je fume et je suis en guerre intérieure et je me bagarre. Je pense que je ne devrais pas manger de chocolat et faire attention, mais en fait, je me goinfre et je prends du poids et je suis en bagarre. Voilà. On est en conflit, on est en tension, en division entre hommes et femmes dans cette société, comme on le voit pratiquement quotidiennement. On est en conflit, en tension dans nos rapports avec les animaux, dans nos rapports avec la terre et la nature elle-même. Cet esprit de dualité que je liais à cette histoire de la chute, il est omniprésent. Et à l'inverse, je me disais, mais en fait,
il y a une nouvelle alliance à conclure. Il y a de nouvelles relations à établir, une relation différente entre ma tête et mon cœur, entre mon esprit et mon être incarné. Il y a de nouvelles relations à construire entre l'homme et la femme. Il y a de nouvelles relations à établir avec la nature. Il y a littéralement une nouvelle histoire à créer et qui n'est plus une histoire fondée sur la dualité, la division, la séparation et donc l'agression, la guerre et le conflit, mais qui va être une histoire qui va petit à petit, progressivement, va falloir l'apprendre, le tisser, le refaire, découvrir tout ce qu'on peut faire avec. Comment on peut lier sa tête et son cœur, faire ce mariage intérieur, comment on peut lier sa dimension spirituelle et sa dimension incarnée sans que ça soit une lutte, un conflit de l'un contre l'autre. Comment dans le couple, et on voit des stages, on voit des livres qui émergent là-dessus, on va progressivement réinventer le couple dans quelque chose qui soit ni d'une violence dans un sens, ni dans l'autre, ni de domination, ni de manipulation, mais qui soit équilibré, comme j'en parlais déjà il y a 14 ans dans mon livre « Le tigre et l'araignée », les deux visages de la violence, comment sortir de ce cycle infernal de la violence. Voilà, il y a littéralement une nouvelle alliance à expérimenter, et ce qui est beau, c'est que c'est déjà à l'œuvre. Il y a déjà des gens qui se soignent autrement. Je lisais récemment le livre du docteur Leonard Laskow, qui s'appelle « Pardon d'amour », donc pardon en 2 mots, pardon d'amour. En anglais, Forgiving Love. Et ce qui est magnifique, c'est cet homme qui est obstétricien au départ, il découvre un jour la puissance de l'amour, la puissance thérapeutique de l'amour. Il reçoit littéralement un message, une sorte d'épiphanie, de révélation. Une voix intérieure lui dit « Tu dois guérir avec l'amour ». Et il va lui arriver des expériences extraordinaires en essayant ça. Et comme il est scientifique, il ne va pas se contenter simplement d'avoir réussi des guérisons pratiquement miraculeuses sur certains de ses patients, mais il va aller en laboratoire et il va prendre par exemple des staphylocoques ou il va prendre des cellules cancéreuses et puis il va arriver à faire quelque chose que moi je trouve absolument magique parce que ça s'inscrit dans cette nouvelle histoire. Il raconte la première fois qu'il a ces cellules-là de staphylocoques sous les yeux, là, et que tout d'un coup il se dit, mais en fait la vie qu'anime ces staphylocoques, c'est la même vie qu'il y a en moi. Donc cette vie-là, je la respecte. Mais par contre, ce que je souhaite, c'est que ces cellules ne se développent pas à une vitesse et d'une manière qui met en danger l'organisme. Et il donne une très jolie analogie, il dit, ceux d'entre nous qui ont des enfants, les enfants, on respecte fondamentalement ce qu'ils sont, mais est-ce que pour autant on les laisse faire n'importe quoi? Ben non, le rôle de parent, c'est tout en respectant l'être de nos enfants, de dire ça tu fais pas, voilà. Et donc il fait la même chose avec ces cellules, tout en respectant leur être, il ne cherche pas à les tuer, il ne cherche pas à les détruire, il leur demande simplement de maîtriser leur développement. Et il y arrive, c'est-à-dire que cette façon de s'adresser avec amour à ces cellules dans le respect de ce qu'elles sont, amène à complètement stopper la prolifération bactérienne. Pareil avec des cellules cancéreuses. Donc vous imaginez la révolution que c'est dans la pensée. Je ne suis plus dans la lutte, je vais bombarder ma tumeur de rayons, de chimio, de radio, de tout un tas de choses. C'est un dialogue qui est basé sur une compréhension de l'unité du vivant. Et cette histoire, cette nouvelle histoire, au fond, qu'est-ce qui la caractérise? Mais c'est une compréhension, j'ai envie de dire, révolutionnaire de ce que c'est véritablement que l'amour. Voilà. C'est de sentir que la vie, l'amour, est ce qui soutient toute la création, à commencer par notre corps, nos cellules, mais également tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Donc cette nouvelle histoire, on la voit s'amorcer, là je donnais un exemple avec Laskow dans la médecine, mais on la voit s'amorcer dans les relations humaines, on la voit s'amorcer dans l'agriculture où certains sont capables non seulement d'obtenir des productions absolument extraordinaires, mais de ne pas utiliser l'arsenal habituel, d'arriver à développer, que ce soit aussi bien des arbres, des végétaux, des fruits, etc., avec un rapport à la nature différent, comme c'était d'ailleurs déjà le cas il y a pratiquement 50 ans, certains d'entre vous se rappelleront, avec la communauté de Findorn, où les chants qu'ils faisaient, les prières, la façon de traiter le jardin donnaient des productions absolument incroyables. Donc moi, c'est quelque chose qui me touche profondément parce que je pense que nous avons besoin vraiment de changer d'histoire.
On ne peut plus continuer avec cette histoire de guerre, parce que cette histoire de guerre, elle n'est qu'échec partout. La guerre contre la drogue a amené un développement maximal du marché de la drogue dans le monde entier. La guerre contre le terrorisme a favorisé le développement du terrorisme. La guerre contre les microbes et les bactéries a favorisé l'apparition d'espèces encore plus dangereuses. Et j'ai envie de dire quelque part, la vie, elle existe depuis des centaines de millions, peut-être même des milliards d'années sur cette Terre. Voilà. Et nous, on voudrait, avec une science qui a à peine quelques centaines d'années, être plus fort que la vie. On n'a aucune chance. À ce jeu-là, on a perdu d'avance. Donc la vie va nous amener progressivement, elle nous amène progressivement à travailler avec elle, en bonne intelligence avec elle, à comprendre comment elle fonctionne et aller encore plus loin en devenant des acteurs conscients, des auteurs conscients de cette nouvelle histoire, l'histoire de l'inter-être, une histoire d'unité, une histoire qui va... Alors ça, je ne pense pas que ça va se faire du jour au lendemain, il faut être réaliste. Hein. On vit avec une histoire qui est inscrite en nous depuis tellement longtemps, qui est présente dans la plupart de nos films à la télévision, dans les séries, dans les dessins animés pour les enfants partout. Ça va prendre du temps. Mais quand vous voyez un dessin animé comme Kirikou, par exemple, eh bien vous avez déjà un dessin animé de la nouvelle histoire. Kirikou, il ne cherche pas à détruire la méchante sorcière Karaba. Hein. Il veut comprendre pourquoi elle est méchante. Et puis, ça ne se termine pas par le triomphe habituel du bien contre le mal, mais par une transformation. La méchante sorcière Karaba, à la fin, devient une femme magnifique. Puis comme c'est un conte pour les enfants, évidemment, il l'épouse. Mais quand j'avais vu ce dessin animé, je me suis dit, waouh, génial. Là, on voit apparaître petit à petit, ici et là, de nouvelles histoires qui vont aider à faire rentrer non seulement chez les enfants, mais chez les adultes, une autre façon de comprendre nos rapports humains. Et on a besoin de cette histoire-là pour qu'ensuite, les projets qu'on va mettre en place dans l'éducation, dans l'écologie ou ailleurs, soient conformes à cette histoire. Parce que si nous essayons de sauver l'environnement avec une démarche guerrière, ça ne marchera pas. Si nous essayons de convaincre les gens de manger moins de viande avec une démarche guerrière, ça ne marchera pas. Toutes nos tentatives d'imposer de nouvelles idées avec une ancienne façon d'entrer en relation ne marcheront pas. Le quoi doit être en phase avec le comment. Donc la nouvelle médecine, la nouvelle éducation implique une nouvelle manière d'entrer en relation. C'est de se rendre compte que l'idée même du bouc émissaire, par exemple, elle ne peut plus exister aujourd'hui. Dans un monde où tout est un, où tout est interdépendant, comment est-ce que je peux exclure une partie? Voilà. Dans le corps, tout est indispensable. On ne peut pas enlever un organe, on peut le soigner, mais à terme, exclure ou vouloir ôter quelque chose va amener des déséquilibres profonds. Alors, c'est bien joli tout ça, mais comment on change d'histoire? Parce que savoir qu'il y a de nouvelles histoires qui existent, savoir que je peux changer mes histoires individuelles, savoir que je peux élargir et remettre en question mes histoires culturelles, et là encore, je fais une petite parenthèse, mais allez sur le site TED.com, que vous connaissez peut-être, hein, des centaines, peut-être des milliers de conférences de 15 minutes à peu près, de gens du monde entier. Elles sont sous-titrées dans 40 langues, donc vous pouvez vraiment l'écouter dans la vôtre. Et allez écouter la conférence TED, 15 minutes, de, je vais essayer de ne pas massacrer son nom, Chimamanda Ngozi Adichie. Le titre de sa conférence en anglais, c'est « The Danger of a Single Story », le danger d'une histoire unique. Et elle raconte ça avec son enfance africaine d'une manière extraordinaire, comment grandir dans un pays, dans une culture, en croyant les histoires qu'on nous a racontées sans élargir à découvrir les histoires de la culture d'à côté, de la religion d'à côté, etc., c'est finalement la pire prison, le pire enfermement qui soit. Et elle souligne la nécessité impérative d'avoir plusieurs histoires, de changer d'histoire comme beaucoup d'entre nous l'avons d'ailleurs déjà fait. On a changé d'histoire au moment où on a changé d'alimentation. On a changé d'histoire au moment où on a décidé de passer de l'allopathie à l'homéopathie ou l'aroma ou la phyto. On a changé d'histoire au moment où on a déménagé d'un pays dans un autre et qu'on a découvert toute une autre culture, toute une autre façon de penser, voire simplement appris une langue étrangère et on s'est rendu compte qu'on pensait autrement, qu'on voyait le monde autrement avec une autre langue. Donc, comment changer d'histoire? Je posais la question.
Eh bien, bien sûr, on peut lire des histoires différentes, et on le fait tous. On lit des tas de livres, on découvre des nouvelles théories, mais l'expérience montre que la lecture seule est quelque chose qui touche que le mental, ça ne suffit pas. Ça ne descend pas assez en nous. Alors on l'a lu, on y croit un peu, mais il y a quelque chose là au niveau du cœur ou au niveau des tripes où ce n'est pas complètement intégré. Et Eisenstein relève avec pertinence que finalement ce qui va le plus contribuer à changer l'histoire, c'est de vivre quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas possible dans notre histoire habituelle. C'est-à-dire tout d'un coup on est confronté à une situation où dans l'histoire qu'on s'était racontée jusque-là, ça n'existe pas. Voilà. Je prends un exemple tout simple. Les gens qui ne croient pas à la vie après la mort, les gens qui ne croient pas à la survie de l'âme ou de la conscience en dehors du corps, qui pensent qu'il n'y a que le corps et que quand le corps est mort, c'est fini. Eh bien aujourd'hui, avec toutes les personnes qui vivent des NDE, Near Death Experience, expérience de mort imminente, bien là vous avez des gens qui tout d'un coup, qui sont morts à l'hôpital, sortent de leur corps et sont capables de raconter ce qui s'est passé dans la salle. Alors, on peut toujours trouver des excuses et des explications pour essayer de justifier ça en disant oui, c'est une hallucination, oui, c'est l'effet des anesthésiants, etc. Mais lorsque vous avez une personne qui est aveugle de naissance, dont les yeux n'ont jamais rien vu, et qui fait une NDE, et qui, lorsqu'elle est dans son corps de lumière, dans son âme, dans son corps énergétique, appelez ça comme vous préférez, arrive à voir toute la salle d'opération, arrive à voir le stylo qui tombe de la poche du chirurgien puis qui va rouler sous une armoire, arrive à passer dans la pièce à côté et voir quelles sont les personnes qui se trouvent là. Et puis quand elle revient finalement à la vie, est capable de décrire tout cela en détail et d'indiquer au chirurgien où se trouve son stylo et qui étaient les personnes et comment elles étaient habillées, bien là vous avez typiquement un vécu, une expérience directe qui est totalement incompatible avec l'histoire purement matérialiste qu'on nous raconte d'habitude. Et donc un vécu de ce genre-là, moi je connais des gens qui ont vécu une NDE, et c'était des gens qui n'avaient pas de croyances spirituelles, n'avaient pas été élevés là-dedans. Ça a été un bouleversement, c'est-à-dire qu'à partir de ce vécu-là, il a fallu complètement se reconstruire une autre histoire, une autre façon de voir le monde. Ils ont dû aller lire, aller chercher des explications pour donner du sens à quelque chose qui était d'abord passé par le corps, par un vécu personnel. Donc aujourd'hui, la meilleure façon finalement de changer l'histoire, c'est de vivre des expériences profondément transformatrices qui nous amènent à regarder l'univers d'une manière qui n'existait pas dans ce qu'on faisait avant. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être vécu en allant faire un stage ou en faisant une marche sur le feu par exemple, ou des fois ça peut arriver de façon plus dramatique, à travers un accident ou une épreuve de vie. Moi je me rends compte qu'une des raisons pour lesquelles je me passionne depuis 10 ans pour la thématique du pardon, pour laquelle j'ai développé les ateliers et les cercles de pardon qui prolifèrent aujourd'hui dans un grand nombre de pays, c'est que c'est l'occasion de faire vivre aux personnes qui viennent une expérience qui sort complètement du cadre de ce qu'ils ont l'habitude d'expérimenter. Je ne compte plus les gens qui nous ont envoyé un petit mot en disant « j'ai découvert pour la première fois ce que c'était que l'amour inconditionnel ». Ou les gens qui disent « j'en reviens pas d'avoir en face de moi des gens, il y a 2 heures on ne se connaissait pas et au bout de 2 heures, l'impression d'une connexion, l'impression d'avoir touché au cœur même de notre humanité commune avec un rituel qui est à la fois aussi simple que puissant. » Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois que ce vécu est là, à l'intérieur de tel homme, de telle femme, on ne peut pas effacer une chose qu'on a vécue. Après, on va chercher à y donner sens, et ça peut amener des gens à tout d'un coup lire des ouvrages de développement personnel, lire des ouvrages de spiritualité, mais ce qu'ils vont lire va venir se greffer sur quelque chose qui s'est d'abord inscrit en eux, dans leur corps, dans leurs cellules. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut offrir comme expérience aux gens qui sort de cette histoire tellement étroite
matérialiste, fermée, individualiste, une histoire de peur, une histoire de conflit, une histoire de guerre. Tout ce qui va permettre aux gens de se dire, en fait, oui, ça existe. En fait, j'imaginais pas ça. Et les ornières que j'avais qui me faisaient voir le monde comme ça, tout d'un coup, elles me donnent une largeur de vue complètement inopinée. Donc autant je crois à la force et à l'influence des livres, et autant j'ai hâte et je suis impatient de partager avec vous et avec tout le monde à partir de septembre 2020 ce livre de Charles Eisenstein, autant je pense que le livre seul, l'information seule ne suffit pas. Il faut venir toucher le cœur, il faut donner envie, il faut élargir la vision, il faut inscrire dans le corps un vécu différent. Et c'est finalement par là que les plus grandes transformations vont se passer. Les gens qui ont vécu une guérison d'une maladie dite incurable, qui ont remarché alors que tout le monde leur disait que jamais ils remarcheraient, c'est pareil, ils ont un vécu de première main qui leur a donné la possibilité de venir transformer leur histoire. Donc j'espère que vous m'avez suivi avec tout ce trajet que je vous ai proposé. Si je devais résumer un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est la conscience que nous vivons dans des histoires. Voilà, comme je disais, pour Chambon, le cerveau hallucine. Pour Miguel Ruiz, le cerveau rêve en permanence. Nous sommes sans arrêt en train de tisser des histoires à partir de ce que la vie nous raconte. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des histoires aussi bien individuelles que collectives. Vivre dans une culture, être influencé par certaines théories scientifiques, être influencé par des mythes ou des croyances religieuses, ça donne un cadre encore plus général qui influence la façon dont on construit nos histoires. On ne construit pas les histoires de la même façon si on vit en terre chrétienne, musulmane, athée, bouddhiste ou autre. Et encore au-delà de ça, il y a une grande histoire, on peut dire, qui est ce que Eisenstein appelle l'histoire de la séparation, que moi j'appelle l'histoire de la chute, parce que cette histoire-là, si on la lit comme ça, elle raconte vraiment comment a émergé ce paradigme dans lequel nous sommes encore, qui est un paradigme de dualité, de division et de conflit, et comment on a expérimenté depuis des siècles et des millénaires en long, en large et en travers ce que ça fait d'être coupé de soi, d'être coupé de ses sentiments, d'être coupé des autres, d'être coupé de ses enfants, d'être coupé de la nature, d'être coupé du ciel et d'à peu près tout. Hein. Ça, je pense qu'on pourra dire, on a joué au jeu de la séparation vraiment de la façon la plus complète qui soit. Et peut-être que ça serait sympa aujourd'hui d'essayer un nouveau jeu, d'essayer une nouvelle histoire qui est beaucoup plus en phase finalement avec la réalité, parce que la réalité, c'est cette interdépendance. La réalité, c'est que la même vie traverse aussi bien d'ailleurs le monde minéral, les cristaux, que les végétaux, que les animaux, que les humains, et que lorsque cette histoire d'inter-être va vraiment se développer, va commencer à imprégner qui nous sommes, ce que nous faisons, et va surtout transformer les relations que nous allons développer vis-à-vis de nous-mêmes. Je ne vais plus être en bagarre, lutter contre moi. Petite parenthèse, Eisenstein a même écrit un livre sur les régimes, comment perdre du poids sans être en guerre contre soi, justement. Donc on va développer une nouvelle relation à soi, peut-être une nouvelle façon d'aborder le développement personnel et la spiritualité. On va essayer de construire un couple nouveau, des relations avec ses enfants différentes. Ça va un jour ou l'autre imprégner l'éducation, imprégner l'économie, imprégner le politique. Je sais bien que ça peut paraître terriblement idéaliste, mais en même temps, je crois que c'est Victor Hugo qui disait « Rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu ». Et avoir le nombre d'auteurs, le nombre de penseurs, le nombre de gens aujourd'hui qui sont en train de cultiver, de développer, de conceptualiser cette nouvelle histoire, je pense que vraiment c'est une histoire qui a de l'avenir. Alors, dans la petite vidéo à côté que nous faisons chaque fois pour le sommet de la conscience, je vous proposerai un exercice pratique pour déjà vous amuser un petit peu à jongler avec les histoires. Parce que dès qu'on commence à trouver la liberté dans ces histoires, c'est le début de la transformation intérieure. On n'est plus enfermé dans un récit particulier qu'on se raconte et qu'on se répète. On développe une souplesse
On a des histoires ouvertes, on a des histoires fluides, on a des histoires légères et lumineuses, et non plus des histoires qui sont comme des prisons, comme des cellules qui nous enferment. Donc voilà, je vous proposerai un petit exercice pratique pour passer cette présentation de cette nouvelle histoire qui est en train d'émerger, à comment petit à petit je peux transformer les histoires que je me raconte à moi. Voilà. Alors, il y a souvent une expression que vous avez entendue, on dit des fois à quelqu'un à qui il arrive des ennuis, n'en fais pas toute une histoire. Hein. Moi j'ai envie de vous dire pour conclure, faites-en plein d'histoires, amusez-vous avec les histoires, élargissez-les, ouvrez-les et apprenez à prendre conscience de la façon dont nous sommes en permanence des créateurs d'histoire, et petit à petit vous arriverez à cette maîtrise intérieure des histoires qui donne une tellement plus grande liberté dans la manière de vivre au quotidien. Voilà, merci de m'avoir écouté et bon sommet à vous toutes et tous.